As-tu déjà pensé qu'il pourrait exister un pays sans immigration? Cela peut sembler impossible, mais pour certains, c'est une réalité. Des pays si stricts que tu n'y croirais pas. Accroche-toi, car aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose dont peu de gens discutent. Quelque chose de différent de l'Europe. Aujourd'hui, je t'emmène à la découverte de ces pays en explorant certaines raisons qui te laisseront bouche bée. Commençons. 10. Le Bhoutan est ce joyau niché dans la chaîne de l'Himalaya. Souvent appelé le royaume du bonheur, il se dresse au sommet de montagnes enveloppées de brume. Là-bas, tout semble baigné dans une aura de mysticisme qui captive le visiteur, bien que ce privilège soit réservé à très peu de gens. Depuis l'Antiquité, sa géographie isolée a servi de rempart naturel, protégeant la population locale de l'influence extérieure. Cependant, la barrière n'est pas uniquement géographique. Son gouvernement applique des politiques migratoires strictes pour préserver une culture riche en traditions bouddhistes et un écosystème extrêmement fragile. Imagine un endroit où chaque temple, chaque maison et chaque coutume est une partie essentielle d'un équilibre délicat qui, selon eux, pourrait se rompre avec l'arrivée incontrôlée d'étrangers. La notion de bonheur national brut est un concept si profondément ancré au Bhoutan que ses dirigeants le jugent plus important que les indicateurs économiques conventionnels. Afin de maintenir ce bonheur collectif, ils ont sévèrement limité le nombre de personnes pouvant accéder à la résidence permanente. Même pour le tourisme, il existe un strict contrôle du nombre de visiteurs autorisés chaque année, ainsi que de leur parcours et des lieux qu'ils sont en mesure de fréquenter. Certains estiment que c'est la seule façon de préserver les traditions locales, d'autres voient cela comme une décision draconienne qui restreint l'échange culturel et le développement. Ce zèle pour protéger l'identité bhoutanaise remonte à plusieurs décennies, lorsque la monarchie a décidé d'affermir les principes bouddhistes et de préserver les ressources naturelles considérées comme sacrées. Tout visiteur sait qu'au-delà des limites légales, il existe un profond amour pour la terre et la religion qui renforce l'idée que le pays ne doit pas être envahi par des étrangers. Au fil du temps, plusieurs communautés d'origine népalaise se sont installées dans certaines régions du Bhoutan, provoquant par le passé des conflits ethniques. Incroyable, n'est-ce pas? Ces événements ont entraîné des politiques de plus en plus strictes afin d'éviter le renouvellement de telles tensions internes. Bien que l'harmonie actuelle semble être le résultat de cette position, certains critiques soulignent que, sous cette surface paisible, se cachent des actes de discrimination et des déplacements forcés. Pour de nombreux Bhoutanais, cependant, garder les frontières fermées est la clé pour préserver leurs valeurs traditionnelles et leurs relations quasi mystiques avec la nature. Quelle que soit l'interprétation, il ne fait aucun doute que le Bhoutan illustre parfaitement ce qui se produit lorsqu'une nation tout entière décide de protéger son mode de vie de toute influence étrangère. L'étape suivante de notre voyage nous mène dans une région désertique où les dunes et la chaleur écrasante dominent l'horizon, l'Arabie Saoudite. Ici, l'histoire prend un tournant inhabituel car le pays accueille des millions de travailleurs étrangers qui jouent un rôle crucial dans la construction, l'industrie pétrolière et les services domestiques. Pourtant, malgré leur présence massive, ces immigrés peuvent rarement obtenir la résidence permanente ou la nationalité. Leur réalité est démarquée par un système appelé kafala, qui soumet les travailleurs étrangers au parrainage d'un employeur local. Cela signifie que leur séjour dépend presque entièrement de cette relation de travail, ce qui limite considérablement leurs droits et leur capacité à s'intégrer pleinement dans la société saoudienne. Cette structure perdure depuis des décennies. Et pour de nombreux observateurs internationaux, elle représente une forme d'exploitation moderne dans laquelle les migrants arrivent pour occuper des emplois que les locaux n'occupent généralement pas, mais vivent dans une instabilité juridique permanente. Bien qu'ils apportent leur main-d'œuvre, il leur est difficile de s'insérer pleinement dans la culture et la législation du pays. L'Arabie Saoudite ne facilite pas non plus l'accès à la nationalité. Les restrictions pour devenir citoyen sont semées d'embûches, de longues durées de résidence, la maîtrise de la langue arabe et l'adhésion à la religion majoritaire, entre autres. Il est évident que ces exigences sont difficiles à satisfaire dans un contexte qui ne favorise pas une présence étrangère à long terme. Ainsi, le paradoxe saoudien est évident. Un grand nombre d'immigrés temporaires, mais presque aucune chance de s'installer durablement. De cette manière, l'Arabie Saoudite entretient une société fermée où l'identité nationale et les valeurs conservatrices dominent. La vie des migrants se limite à des espaces spécifiques, souvent séparés de ceux où évoluent les citoyens saoudiens. Certains y voient une xénophobie latente qui considère les étrangers comme de simples outils économiques dépourvus de droits significatifs. D'autres justifient ces politiques comme un moyen de préserver la structure sociale et le statu quo religieux. Quoi qu'il en soit, dans les étendues de ce pays, la trace de millions de migrants s'efface aussi facilement que les empreintes dans le sable du désert.
Nous nous dirigeons maintenant vers le Japon, la terre du soleil levant. Avec des siècles de tradition enracinées dans le confucianisme, le bouddhisme et le shintoïsme, le Japon a bâti son identité sur l'homogénéité culturelle. Pendant longtemps, l'archipel a adopté des politiques d'immigration extrêmement restrictives. Toutefois, la réalité moderne impose un défi presque inévitable. La population vieillit à un rythme accéléré et le taux de natalité est au plus bas. Face à cette situation, le gouvernement japonais a commencé à assouplir certaines de ses normes afin d'attirer une main-d'œuvre étrangère qualifiée, notamment dans les secteurs de la santé et de la technologie. Cependant, s'installer définitivement au Japon demeure une entreprise ardue. Les exigences en matière de visa, la barrière de la langue et certaines coutumes professionnelles très particulières constituent des obstacles qui découragent nombre de candidats à l'installation dans l'archipel. Le système de visa de travail peut être complexe et, bien que davantage de catégories se soient ouvertes, la naturalisation implique un long processus comprenant des examens de langue et de culture rigoureux. Pour la société japonaise, préserver son identité et sa structure communautaire est un pilier fondamental. Certains perçoivent la faible présence d'immigrés comme une manière de maintenir la cohésion sociale et l'efficacité économique, fondée sur des valeurs telles que la discipline, le respect et la stabilité. Cependant, cet isolement relatif engendre également des problèmes. Le manque de main-d'œuvre dans des secteurs clés, comme les soins aux personnes âgées et l'agriculture, devient chaque jour plus flagrant. Quelques entreprises commencent à dépendre de travailleurs étrangers, mais l'adaptation culturelle et les exigences pour obtenir une résidence à long terme ne facilitent pas l'intégration. De ce fait, il existe un contraste palpable entre les efforts officiels pour attirer des talents spécialisés et la réticence innée d'une société qui, historiquement, a maintenu une frontière nette entre ce qui est à soi et ce qui est à l'étranger. Bien que le nombre d'immigrés augmente timidement chaque année, le Japon demeure l'un des pays développés où la présence étrangère est la plus faible. Et la tension entre l'ouverture nécessaire et la volonté de préserver la cohésion culturelle continue de dicter le rythme de ces politiques migratoires. Faisons un bond vers le géant asiatique, la Chine. À première vue, cela peut sembler surprenant car dans des villes comme Shanghai, Pékin ou Shenzhen, on observe des communautés d'étrangers allant d'étudiants à des entrepreneurs. Cependant, quand il s'agit d'obtenir une résidence permanente ou la nationalité chinoise, le paysage change radicalement. La législation locale est assez stricte. La population dépasse 1,4 milliard d'habitants et pour le gouvernement, la priorité consiste à contrôler soigneusement les flux d'entrée et de sortie. Contrairement à d'autres nations, la Chine ne voit pas l'immigration comme une solution à d'éventuels déficits démographiques, car les défis liés à sa population énorme l'orientent vers d'autres priorités. Ceux qui cherchent à s'installer de façon définitive font face à une procédure interminable et à des exigences incluant d'importants investissements financiers, une connaissance avancée de la langue et de la culture, ainsi que des lettres de recommandation et une approbation gouvernementale. Bien que certaines règles aient été assouplies de ces dernières années pour certains profils de professionnels hautement qualifiés, la naturalisation demeure un chemin escarpé. De plus, le contrôle exercé par le gouvernement englobe tous les aspects de la vie des citoyens et, par extension, des étrangers résidant sur son territoire. La numérisation du système de surveillance et l'influence étatique, croissante sur la vie quotidienne, renforcent la perception que le pays n'est pas une destination attrayante pour immigrer à long terme. Parallèlement, dans certaines régions chinoises, on assiste à une vague de nationalisme défendant la pureté ethnique et culturelle, s'estimant héritière d'une civilisation plurimillénaire. Cela peut alimenter des attitudes hostiles envers certains groupes d'étrangers, ou pour le moins un rejet voilé de l'idée qu'un non-chinois puisse pleinement adopter l'identité chinoise. Même s'il est indéniable que des expatriés sont présents dans les élites urbaines, peu parviennent à devenir résidents permanents ou citoyens. Ce dualisme, entre l'image d'un pays ouvert aux affaires et la réalité de politiques migratoires restrictives, brosse un tableau complexe. C'est pourquoi, en proportion de sa population gigantesque, l'immigration permanente reste très faible. Le moment est venu de plonger dans l'un des endroits les plus hermétiques d'armée de la planète, la Corée du Nord. Située sur la péninsule coréenne et séparée de son voisin du Sud par l'une des frontières les plus militarisées du monde, le régime nord-coréen est synonyme de secret et d'isolement. L'accès des étrangers au sol nord-coréen est étroitement surveillé par l'État.
qui limite généralement les visites à des voyages encadrés et parfois purement propagandistes. L'idée qu'un étranger vienne s'y installer est pratiquement impensable, sauf dans de rares cas de diplomates ou de représentants d'organisations internationales, et encore, il reste sous surveillance constante. Les politiques d'immigration, si tant est qu'on puisse les appeler ainsi, se confondent avec les politiques de contrôle de la population en général, car même les Nord-Coréens ont besoin d'une autorisation pour changer de résidence à l'intérieur de leur propre pays. Pour le gouvernement, tenir à distance toute influence extérieure est essentiel afin de préserver l'idéologie officielle fondée sur le culte de la personnalité de la famille Kim et la doctrine du juge qui exalte l'autosuffisance nationale. La propagande d'État a enraciné l'image de la République populaire démocratique de Corée comme un bastion de pureté idéologique qui doit être protégé de la corruption extérieure. Dans ce contexte, la présence de migrants n'est pas seulement quasiment inexistante, elle est également perçue comme une menace potentielle pour la cohésion interne. Toute tentative d'entrer illégalement est sévèrement punie. Et il en va de même pour ceux qui essaient de sortir sans autorisation. Ainsi, l'immigration en Corée du Nord est presque nulle. De plus, l'isolement international et les sanctions économiques ont renforcé le cloisonnement d'un gouvernement qui considère le monde extérieur comme hostile. Dans une économie planifiée et sous un système politique autoritaire, il y a peu de perspectives pour qu'un étranger ait envie de rester à long terme. Il n'existe pas de possibilité réelle de travail indépendant, et la censure étouffe toute liberté d'expression. De fait, le régime fermé et la répression font de la Corée du Nord l'un des endroits les moins accessibles de la planète. L'isolement n'est pas seulement une politique migratoire, mais aussi un pilier fondamental de son système de gouvernement. Poursuivons notre périple en Islande, un pays insulaire réputé pour ses paysages enchanteurs. Glaciers, geysers et aurores boréales illuminant le ciel noir de l'hiver. À première vue, l'Islande n'est pas spécialement hostile à l'immigration. En tant que membre de l'espace économique européen, elle autorise même la libre circulation de citoyens en provenance des autres pays de la zone. Toutefois, sa position isolée au milieu de l'Atlantique Nord et sa population réduite exercent un effet dissuasif. Par rapport au reste de l'Europe, son taux d'immigration est de faible, bien qu'il ne soit pas nul. La tradition islandaise est solidement ancrée dans la culture viking et dans un fort sentiment communautaire, renforcé par le fait qu'en hiver, la nature peut se révéler implacable et les communautés doivent souvent s'entraider. Dans ce contexte, on regarde la diversité venue de l'extérieur avec curiosité, mais la rudesse du climat et l'éloignement du continent rendent peu probable l'arrivée de flux migratoires importants. De plus, le coût de la vie est élevé pour de nombreux étrangers. Et l'économie, bien qu'elle se soit reprise après la crise financière de 2008, dépend beaucoup du tourisme et de la pêche. Certes, l'Islande ne se définit pas comme un pays fermé à double tour. Toutefois, si on la compare à d'autres nations européennes, son affluence de migrants reste modeste. D'un côté, il n'y a pas de ligne gouvernementale explicitement xénophobe. Au contraire, les autorités ont montré une ouverture en matière de droits civils. Et la société islandaise est fière de ses avancées en matière d'égalité homme-femme et de protection sociale. Néanmoins, sa distance géographique et le manque d'opportunités professionnelles, hors de secteurs très spécifiques, poussent de nombre de migrants à se tourner vers d'autres destinations en Europe. Ainsi, l'Islande conserve un rythme d'intégration lent qui contraste avec la situation des pays situés au cœur des grands flux migratoires internationaux. Nous continuons notre route vers une autre île, à l'opposé de la planète, l'Australie. Pendant des décennies, ce pays a fait l'objet de mouvements migratoires importants, en partie en raison de son histoire comme terre d'accueil pour les colons européens et de son économie dynamique et de sa qualité de vie. Cependant, on ne mentionne pas toujours la politique migratoire stricte qui régit l'accès aux demandeurs d'asile et aux personnes peu qualifiées. Le gouvernement australien a mis en œuvre des initiatives pour dissuader l'arrivée de bateaux de réfugiés, en les envoyant dans des centres de rétention dans des pays tiers ou en traitant leurs dossiers à distance. Ces pratiques ont été dénoncées par des organisations de défense des droits humains qui les jugent inhumaines et contraires au droit international. La politique australienne est fondée sur un système de points favorisant les professionnels hautement qualifiés, lesquels peuvent espérer obtenir la résidence et, à terme, la citoyenneté. Les autres se heurtent à des barrières considérables. Beaucoup considèrent cela comme un filtre destiné à préserver la prospérité économique et le style de vie caractéristique des grandes villes comme Sydney ou Melbourne. Pourtant, derrière l'image de tolérance et de multiculturalisme, subsistent des tensions raciales et des discours prônant une Australie blanche et anglophone. Ce stigmate, hérité de la politique dite de l'Australie blanche, qui a prévalu une bonne partie du XXe siècle, se fait encore sentir dans certains milieux. Pour les migrants qualifiés, l'Australie offre des perspectives économiques et une cohabitation relativement harmonieuse.
Mais pour ceux qui cherchent à fuir les conflits de leur pays d'origine, la situation est bien différente. Les centres de rétention sur des îles comme Nauru ont fait l'objet de vives critiques internationales. Bien que l'Australie ne puisse pas être considérée comme un pays sans immigration, elle contrôle de façon stricte à qui elle accorde le privilège de s'installer. Cette dualité entre ouverture sélective et politique sévère à l'égard des réfugiés soulève une controverse constante. Alors que le gouvernement justifie ces mesures comme nécessaires pour protéger la frontière maritime et maintenir la stabilité intérieure, ses détracteurs accusent l'Australie d'insensibilité et de xénophobie institutionnalisée. Notre voyage nous mène à présent au Turkménistan, un pays d'Asie centrale qui faisait autrefois partie de l'Union soviétique et qui, depuis son indépendance, est réputé pour son régime autoritaire et sa propension à l'isolement. Peu de personnes en Occident pourraient aisément localiser ce pays sur une carte, et moins encore pourraient en parler d'expérience directe. Les visas pour y entrer sont difficiles à obtenir, et le contrôle gouvernemental est poussé à l'extrême. Le culte de la personnalité de ses dirigeants, d'abord Saparmurat Niyazo, puis Gurbanguly Berdimuhamedov, a alimenté un climat de censure et de surveillance stricte des médias. Dans ce contexte, l'immigration est quasi inexistante. Les restrictions ne concernent pas seulement les étrangers souhaitant entrer, mais aussi les Turkmènes cherchant à quitter le pays. Le Turkménistan dispose de grandes réserves de gaz naturel qui lui confèrent une certaine autonomie économique. Mais sa politique de fermeture et son système répressif ont fait de sa société l'une des plus isolées. Le gouvernement n'apprécie guère la présence de visiteurs, à moins qu'ils ne viennent strictement pour des affaires ou des projets sous contrôle total de l'État. Même le tourisme, malgré quelques campagnes sporadiques, ne décolle pas, car les exigences en matière de visa et les contrôles internes rebutent les voyageurs. Concernant la population locale, la propagande officielle insiste sur un sentiment de fierté nationale qui frise le nationalisme extrême. Certains qualifient ces tendances de xénophobes, notamment compte tenu des obstacles bureaucratiques auxquels sont confrontées les minorités ethniques. Dans ce contexte, le nombre d'immigrants réguliers ou de longs séjours est infime. Personne ne nie que le Turkménistan est un pays où la répression politique et le manque de liberté civile sont flagrants. Et pour beaucoup d'étrangers, l'idée même de s'y installer durablement n'est guère attrayante. Ainsi, isolement et autoritarisme se conjuguent pour faire du Turkménistan une énigme pour le reste du monde. Nous laissons derrière nous les étendues désertiques d'Asie centrale et nous dirigeons vers une zone de conflit quasiment permanent, l'Afghanistan. Ce pays a été le théâtre de guerres, d'interventions étrangères et de luttes internes pendant des décennies. L'idée d'en faire une destination migratoire est, à première vue, très peu fréquente. Pourtant, dans l'histoire, il y eut des époques où ce territoire, situé au carrefour de l'Asie centrale, fut un creuset de culture grâce à la route de la soie. De nos jours, cependant, les images de l'Afghanistan dont le monde est témoin sont teintées de violence, de pauvreté et d'instabilité politique. La prise de pouvoir par le régime taliban a renforcé l'idée d'un pays plongé dans le fondamentalisme et privé de droits, notamment pour les femmes et les minorités. Avec une économie en ruine et une situation de conflit persistant, les rares étrangers qui s'y rendent le font comme journalistes, coopérants humanitaires ou diplomates, et restent généralement cantonnés à des zones protégées. L'immigration volontaire, au sens de chercher un avenir meilleur, n'existe pratiquement pas. Au contraire, des milliers d'Afghans tentent de partir chaque jour, fuyant la violence et la répression religieuse. Dans un climat aussi hostile, la capacité du gouvernement ou des autorités de fait à réguler l'immigration ou la résidence d'étrangers est très limitée. Mais en réalité, la situation est si dangereuse que les gens préfèrent éviter de s'y établir. Le risque d'enlèvement, l'absence d'infrastructures et d'un système judiciaire fiable font de l'Afghanistan un territoire déconseillé. En dépit de sa richesse culturelle et de l'hospitalité de ses habitants, les guerres incessantes ont détruit les bases d'un éventuel flux migratoire entrant. Malheureusement, l'histoire récente de l'Afghanistan est marquée par l'exode de sa population et par l'absence quasi totale de nouveaux arrivants souhaitant s'y installer. Ainsi, dans ce paradoxe tragique, l'Afghanistan figure parmi les nations dont le taux d'immigration est minimal. Enfin, nous sommes arrivés en Mongolie, un pays aux racines nomades et aux vastes steppes qui rappellent l'âge d'or de l'Empire mongol. Sa population est relativement faible comparée à la superficie de son territoire. Et ces dernières années, il a connu une ouverture économique, surtout dans le secteur minier. Néanmoins, l'arrivée d'immigrants y demeure très limitée. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. D'une part, les températures extrêmes et l'éloignement géographique rendent ce pays peu attrayant pour beaucoup d'étrangers. D'autre part, la tradition mongole valorise fortement l'héritage de Gengis Khan et le sentiment national, créant une identité très marquée qui,
sans être ouvertement xénophobe, voient parfois l'influence étrangère d'un œil méfiant. Dans la capitale Oulan-Bator, on peut trouver quelques expatriés, principalement des travailleurs liés à l'extraction minière et à des organisations de développement. Toutefois, leur nombre demeure très faible. La barrière linguistique est également un obstacle important car le mongol s'écrit en alphabet cyrillique et possède une phonétique complexe. Par ailleurs, malgré les opportunités dans le secteur minier, l'économie ne propose pas une grande variété de domaines où la main-d'œuvre étrangère pourrait aisément s'insérer. Qui plus est, les Mongols maintiennent souvent un mode de vie mêlant éléments modernes et traditions nomades ancestrales, ce qui peut compliquer l'adaptation des personnes venant de milieux urbains, très industrialisés. Les politiques migratoires mongoles ne sont pas aussi sévères que celles d'autres pays figurant dans cette liste, mais le résultat en chiffres est similaire, un flux très réduit de migrants, presque imperceptible comparé à d'autres nations asiatiques. Là encore, la géographie et la culture jouent le rôle d'une subtile barrière. Ainsi, la Mongolie se présente au monde comme un pays d'horizon infini et d'une tradition légendaire, mais dont le tissu social demeure pratiquement en dehors des grands flux migratoires mondiaux.